Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Merci de nous accompagner encore une fois. Et nous allons continuer avec Rabih Belamri. Nous allons le suivre dans la fin de la description de sa maison si chère et si présente dans ses souvenirs. Prête-moi ta plume. بكيتني بدمع سالات من العين سالات حرقت الخدين بكيتني بدمع سالات من العين سالات حرقت الخدين بدلتي اللباس ودخلتي فاصل جديد نسيتي حبيبك تبعتي هوا الربيع بدلتي اللباس ودخلتي فاصل جديد نسيتي حبيبك تبعتي هوا الربيع غير ما تبكيش غير ما تبكيش غير ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش لا ما تبكيش لا ما تبكيش لا ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش كل شي ما صار نسيتي 10 سنين فيني أنا في نهار ريحة الياسمين كل شي ما صار نسيتي 10 سنين فيني أنا في نهار ريحة الياسمين بالماء البارد طفيتي لي ناري رضيتي هرمات ذاك القلب اليتيم بالماء البارد طفيتي لي ناري رضيتي هرمت ذاك القلب اليتيم غير ما تبكيش غير ما تبكيش غير ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش لا ما تبكيش لا ما تبكيش لا ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش كان جا القلب برية فيه يكتبوا يدي عذاب الليل ما دار فيا وانتي ما دارية بيا فراقك زادك يا عليكي يا نسف رماد اللي بيا جمارك باقيين في عينيا نشوف فيك صبحة وعشية صبحة وعشية صبحة وعشية صبحة وعشية Chambre à coucher, salle à manger, terrain de jeu pour les enfants, cuisine et buanderie en temps de pluie, la pièce servait également d'atelier de tissage. Le métier à tisser y apparaissait tous les 2 ans environ.
Ma mère aurait aimé une périodicité plus resserrée. Elle soupirait en se désolant de ne pas avoir assez de santé et de laine pour satisfaire son désir. J'aimerais tisser un haïk ou un burnous tous les 6 mois. Mais qu'as-tu besoin de tout cela, mère? Des haïks et des burnous, on en a plein à la maison. Elle me regardait avec une expression de profond chagrin, puis, comme se parlant à elle-même, disait « Heureuse la femme qui carde, file et tisse toute sa vie. C'est au travail de la laine qu'on reconnaît la valeur de la femme. » Et après un soupir, « Oh, je te marierai, mon fils, avec une femme qui aura de la vigueur dans les poignets. Comme ça, je serai sûre que tu n'auras jamais froid. » On dressait le métier parallèlement au mur du fond, juste en face de la porte et de la fenêtre, pour bénéficier d'un éclairage optimal. Son envergure était telle qu'il occultait la paroi aux 3/4. La mère le montait, pièce par pièce, avec le concours des vieilles du quartier qui s'alimentaient chez nous ce jour-là. Requérant beaucoup d'espace, la composition de la trame se passait à l'extérieur de la maison. C'était un spectacle qui fascinait les enfants. On plantait dans la terre 2 tiges métalliques, hautes d'environ 1 mètre et distantes l'une de l'autre de la longueur de la pièce à tisser. 2 vieilles prenaient place aux 2 bouts, tandis qu'une 3e, la plus solide de toute évidence, une bobine de fil à la main, était chargée de faire le va-et-vient entre elles. L'opération durait plusieurs heures. Le trio, tout en travaillant, faisait la causette. Ma mère, souriante et affable, leur apportait de temps en temps du café, des gâteaux. « Que Dieu vous garde la santé, renforce vos biens », leur disait-elle à chaque apparition. Quand le métier à tisser était enfin sur pied, ma mère rayonnait de toute sa personne. L'atmosphère devenait féerique et nous ravissait, nous les enfants. La succession des couleurs, la course du fil conduit par les doigts souples de ma mère, le glissement silencieux des roseaux commandant la tension de la trame, les coups mats et répétés du peigne d'acier, le tissage nocturne à la lueur des quinquets avec ma tante Zuina et ses histoires extraordinaires. Des voisines qui venaient chaque jour prodiguer leur encouragement à ma mère et lui donner au besoin un coup de main, autant de notes de gaieté dans notre maison. Mais ce qui nous faisait aimer le plus le métier à tisser, mes sœurs et moi, c'était ce petit couloir compris entre le mur et l'enchevêtrement des fils où ma mère nous permettait d'accéder à condition de nous tenir tranquilles. Dans cet espace privilégié, la rêverie était un délice. Prête-moi ta plume. Écoutons maintenant Rabih Belamri nous raconter sa famille. Prête-moi ta plume. Il l'appelle la Smala. À ma suite naquirent, en l'espace de 10 ans, 3 filles et 1 garçon. La 2e fille, Luisa, mourut à 9 mois, emportée par une irréductible coqueluche. Je poussai son berceau pour l'endormir et la distrayai à son réveil en dessinant devant elle des figures géométriques avec un brandon pris au canoun. Elle ouvrait de grands yeux sombres, souriait, agitait les mains, mais ma mère me défendait de jouer longtemps avec le feu, disant qu'il favorisait chez les enfants l'énurésie.
Ma mère pleura beaucoup le jour de sa mort. Je me souviens du corps de Louisa, inanimé entre les bras de mon père. Je le suivis du regard jusqu'à ce qu'il disparût derrière les amandiers, sur le chemin qui montait vers le cimetière de la famille, perché entre les genévriers, sur un escarpement du Djbel. Le soir, un oncle de ma mère est venu chez nous lire le Coran avec son fils et mon frère pour que l'âme immaculée de notre Louisa entrât au paradis. Prête-moi ta plume. Ma mère aurait souhaité être plus féconde. 5 naissances en 13 ans, c'est un résultat plutôt mince. Ce qui la désolait et même l'affligeait, c'est qu'elle n'avait que 2 garçons. Elle expérimenta des recettes de bonne femme, confia ses désirs à des marabouts bien graissés, pria le Seigneur, mais elle dut rester sur sa faim, frustrée et envieuse des femmes aux flancs généreux. La circoncision de mon cadet fut toute une histoire. On le prit au berceau, à peine haut comme 3 pommes, le pauvre gosse. Il n'avait même pas bouclé son 7e mois. C'étaient les années de braise, et les rumeurs de tout acabit allaient bon train. « Attention, attention, frère !» chuchotait-on dans notre village en 1957. « Méfiez-vous, prenez vos dispositions. Les Roumis envisagent de kidnapper tous les gosses non circoncis pour en faire des chrétiens. Hâtez-vous de faire le nécessaire, sinon vous vous en repentirez. » C'est ce qui poussa mes parents et des dizaines d'autres à circoncire leurs enfants au berceau. Mais à trop précipiter les choses, on risque de faire des dégâts et c'est ce qui survint précisément dans le cas de mon frère. Il fut mal coupé et le circonciseur, le même que j'avais eu en mon temps, dut revenir 2 mois plus tard pour le couper de nouveau. L'animation de notre maison atteignait son paroxysme à l'approche de l'automne. Dans notre région à prédominance arboricole, l'automne est une saison cardinale dont on guette les prémices dès la fin de la moisson. On s'enquiert de sa venue comme d'un ami ou d'un parent parti en voyage depuis plusieurs mois, qu'on a hâte de revoir. On scrute le firmament, on suit parmi les étoiles l'évolution du croissant et on reste attentif aux premières figues. Mon père faisait régulièrement le tour du jardin et repérait chaque figue naissante, enregistrant son emplacement exact sur l'arbre pour contrecarrer notre impatiente gourmandise. « Mais par Allah, attendez que l'ensemble mûrisse. Vous ferez l'automne avec toute la famille. Patientez un peu. » Faire l'automne, se régaler de l'automne, c'est manger du fruit le plus délicat de cette saison et aussi le plus abondant dans nos jardins, les figues. Bientôt nous allons nous régaler de l'automne dans la maison de grand-père, disaient mes sœurs à leurs enfants, car chaque année, à cette époque d'abondance, il était de tradition de réunir dans notre maison mes sœurs mariées. Prête-moi ta plume. Arracher toutes les pages de mon livre d'histoire, courir sous les orages pour noyer mon regard, danser toutes les nuits, marcher dans la lumière, brûler les interdits, repousser les frontières.
du temps, des avions, des bateaux. Il me faudra du temps pour oublier ta peau. Refaire 100 fois ce monde où tu n'existes pas. Refaire 100 fois ce monde et me tromper 100 fois, 100 fois. Il me faudra du temps pour renaître à la vie. Longtemps, 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 pour oublier nos cris. Il me faudra du temps, des avions, des bateaux. Il me faudra du temps pour oublier ta peau. Il me faudra du temps pour renaître à la vie. Longtemps, 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 pour oublier nos cris. Il me faudra du temps pour renaître à la vie. Sûrement plus de temps qu'il ne m'en reste ici. L'arrivée de ma sœur Garmilla nous mettait en effervescence, car vu les 50 kilomètres qui nous séparaient de Sétif, son lieu d'habitation, nous ne la voyions qu'une fois l'an, contrairement à mon père qui lui rendait visite plusieurs fois par mois à l'occasion de ses voyages d'affaires. Nous étions particulièrement fiers de cette sœur qui avait su tenir tête aux Sétifiennes, réputées pourtant retorses et impitoyables. Mon père nous l'a citée comme un modèle de sérieux, de vivacité et de roublardise. Elle ne portait pas le voile blanc, mais la mlaïa des Sétifiennes. Elle avait l'accent chantant des citadins et élevait ses enfants conformément à des principes inconnus de nous. Elle leur donnait par exemple à boire de l'eau de fleurs d'oranger dans laquelle elle avait fait bouillir une poignée de riz. Et elle tenait absolument le matin à leur faire prendre du lait de vache, alors que nous nous contentions de café mélangé parfois à du lait en poudre. Mais ce qui nous éblouissait le plus, c'est qu'elle était mariée à un électricien. Nous disions à nos voisins que son mari travaillait au Tricité. Ma sœur arrivait par le quart de 4 heures, en grande pompe, escortée par mon père et par sa belle-mère, une femme musclée de haute taille. Mes sœurs, mon frère, la tante d'Assadit et moi-même l'attendions près de la fontaine publique qui coulait à proximité de la station. Elle descendait du véhicule, boulotte dans son voile noir et encombrée de bagages. Ses enfants étaient toujours un peu pâles, mais d'une propreté impeccable. Nous sautions à son cou et l'embrassions goulûment avant de nous ébranler vers la maison en cortège jubilant. Ces cadeaux que nous attendions avec certitude, un gros pain de maison doré, une galette aux œufs, des dattes, des cacahuètes, des dragées, des gâteaux, nous mettaient l'eau à la bouche, non qu'ils fussent extraordinaires, mais parce qu'ils provenaient de la belle ville de Sétif. 2 ou 3 jours après, dévalée de son piton, ma sœur Camire, la montagnarde,
suivie par ses enfants aux joues pigmentées de rose, une chèvre et une ânesse qu'elle ne pouvait laisser derrière elle sans soin, et tout à fait en queue de cortège, son vieux mari, à qui incombait la tâche de faire avancer les bêtes à l'aide d'un bâton. Camir, physiquement, se situait à l'opposé de Garmilla. Elle était efflanquée, élancée et de peau foncée, alors que sa sœur était rembourrée, courtaude et de peau mate. Peu de temps après, se présentaient mes autres sœurs et ma cousine. Comme elles n'habitaient pas loin, elles retournaient chez elles pour passer la nuit. Bien entendu, elles aussi étaient accompagnées de leurs enfants. Il régnait alors dans notre maison une ambiance de foire ou de carnaval. Imaginez, une quinzaine de petits diables délurés, rouspéteurs et géniards, rassemblés dans une pièce de 20 mètres carrés et une cour tout en nid de poules à peine 2 fois plus vaste. L'agitation, la trépidation ne tombaient qu'en fin de journée avec l'apparition de mon père, dont tous les enfants appréhendaient les éclats de voix. Dès l'annonce de son retour, ils couraient vers leurs mères respectives et se serraient contre leurs flancs. Lorsque le terrible grand-père faisait son entrée, il le regardait par-dessous et prenait l'air ingénu pour avoir droit au quotidien bonbon entouré de papier argenté. Si d'aventure l'une ou l'autre mère se plaignait d'une freudaine qu'elle avait juré de ne pas taire, le grand-père se saisissait du coupable, le faisait asseoir en face de lui, puis, lui pinçant sans excès les lèvres ou les joues, il lui faisait la morale de sa voix d'airain et menaçait de le pendre par les lèvres, les joues ou les paupières et de le priver de bonbons s'il récidivait. Une fois sur 2, le gosse ne résistait pas à cette admonestation publique et fondait en larmes. Le grand-père se mettait alors à rire, lui donnait une tape conciliante sur les fesses et le renvoyait à sa génitrice qui, à peine souriante, regrettait probablement d'avoir proposé à la vindicte du grand-père son enfant. Le séjour automnal de mes sœurs apportait à ma mère un surcroît de travail qui la laissait sur les genoux. Elle se démenait du matin au soir, tandis que mes sœurs, les invitées, échangeaient leurs impressions. Elle préparait plusieurs pains par jour et faisait la cuisine dans des marmites pansues. Le vieux Mbark, notre voisin, se perdait en conjectures en pensant à la fourmilière qu'il entendait grouiller dans notre maison et que ma mère était chargée de nourrir quotidiennement. « Mais bonne voisine, je suis plein d'admiration pour toi. Pourtant, j'aimerais bien savoir comment tu fais, rapport à l'entretien de tout ce monde. Tu n'as pas beaucoup de santé, je le vois, et puis ça doit coûter de l'argent tout ça. Je vous plains et vous admire, toi et ton mari. Nous reposons sous l'aile du Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Par sa grâce, il y eut tout le temps à manger et à boire chez moi. Je peux te le jurer, frère Mbark, répondait mon père pour prévenir les jérémiades de ma mère, moins optimiste que lui et surtout plus directement concerné par de telles réunions familiales. Prête-moi ta plume. Une aubaine pour les charlatans. Encore ce regard tendre et amusé de Rabah Belhamri pour sa maman, dans les souvenirs qui lui en restent. Ma mère développait une passion à la limite du morbide et de la bouffonnerie pour la géomancie, la cartomancie, la chiromancie et autres procédés décryptant l'invisible. Aussi loin qu'il m'en souvienne, je l'ai toujours connue prête à se charger de présents d'allégeance, à franchir de longues distances à pied
par des sentiers raboteux de montagne, sacrifiant ses économies péniblement acquises pour quelques instants de vaticination qui lui rendraient l'avenir transparent. Malgré l'interdiction de mon père, incrédule, et plus tard mes sarcasmes, ma mère n'entreprenait rien dans sa vie privée et celle des siens sans en référer préalablement à l'un ou l'autre marchand de vent et vendeur d'orviétan essaimé à travers la région comme autant de membres d'une cour des miracles éclatés. Ils étaient de tous les âges, des ventripotents qui ne bougeaient jamais de leur place, des bègues parlant par gestes ou par monosyllabes, des cul-de-jatte juchés sur des coussins, des névropathes passant leur temps à dévider des bobines de fil, des gâteux choyés par leur entourage bien rémunéré, des ventriloques conscients de leurs dons, des bossus drapés de djellaba marocaine qui apprivoisaient des couleuvres à qui elles donnaient le sein et des œufs à la petite cuillère, des moustachus qui interdisaient qu'on les appelât autrement que par des prénoms d'hommes, des repris de justice qui s'étaient réinsérés dans la vie professionnelle en tirant les cartes. Ils s'exprimaient tous par métaphore et allégorie. Ils mettaient des rimes au bout de leurs phrases comme les poètes et posaient des devinettes au sens ésotérique que ma pauvre mère s'épuisait en vain à déchiffrer. Prête-moi ta plume. Ma mère. Sidi, oh Sidi, au front nimbé de Baraka, je viens recueillir tes conseils, toi qui m'as toujours guidé. Des gens sont venus de loin demander la main de ma fille. Dois-je accepter ou non, ô maître vénéré? Le devin, un cul-de-jatte juché sur une pile de coussins. Entre les branches du pin, le boisseau divin est plein de raisins fleurant le benjoin. Ma mère. Maman, oh maman, toi qui ne m'as jamais déçu, dis-moi où se cache le portefeuille de mon homme. Il vient de le perdre et l'accusation me touche. Tu me connais, maman, je ne suis pas capable de voler une aiguille. La devineresse édentée et sourde. Notre demeure repose sur l'eau. Le vent d'ouest la couvre de rubans et le soleil de mouches. Sans vergogne, monte sur le toit et crie « Allah est beau gosse !» Ma mère. Baba Sidi, éclaire-moi, mets-moi sur la voie. Je cherche une bru sage et respectueuse pour s'occuper de moi et de mes enfants. De quel côté dois-je orienter mes pas? Le devin, un ventriloque. Tchouk, tchac, tchouk, du côté de la maison de Dieu. Ma mère, tante, toi qui es dans le secret de l'absence, est-ce que mon fils gagnera le certificat? La devineresse, une vieille femme, une couleuvre entre les seins. Le djbil tonnera. La joie éclatera. Et ton marmot l'aura. Un turban, mlef, tu m'apporteras. Plus une gandoura. Sinon ton gouré jamais ne gagnera. Prête-moi ta plume. Quand, par quelques heureuses trouvailles mnémotechniques, ma mère emprisonnait dans sa tête une image, ou à défaut un fragment d'image, elle se creusait la cervelle tant et plus qu'elle finissait indubitablement par extraire la substantifique moelle. Un exemple. Votre blanche brebis aux yeux pudiques, à qui vous avez offert une prairie bleue, est en train de se muer en chèvre galeuse. Vous devez lui donner une piquette pour qu'elle reste brebis, a dit un jour à ma mère le marabout névropathe dont les mains démêlent fébrilement à longueur de journée un écheveau de laine.
interprétation de ma mère. La brebis blanche, c'est la bru. La prairie bleue, c'est notre maison. C'est vrai qu'elle était gentille à son arrivée, la bru. Tous les matins, elle posait un baiser sur le front de sa belle-mère et ne faisait rien sans lui demander son avis. Elle était douce comme une agnelle. Et puis petit à petit, elle a changé. Elle n'embrasse plus sa belle-mère, elle ne baisse plus les yeux de pudeur, elle répond et même élève le ton. Elle s'est fait pousser des cornes, comme une chèvre, pour donner des coups. Elle se rebelle, quoi. Elle veut probablement partir avec son mari. Ah, la garce. Le cheikh a dit qu'il faut la mater pour qu'elle reste tranquille. Mais il y a mater et mater. Puisque je n'ai pas de muscles pour lui allonger la raclée, je lui arrangerai un petit talisman. Je retournerai chez Sidi Cheikh. Il connaît son affaire, Sidi. Prête-moi ta plume. الصباح بلا فطور ناوي الزيارة باغي نزور يا لأمي باغ فقت في الصباح بلا فطور ناوي الزيارة باغي نزور لا عيشة لا عيشة شيتي حدا زرهون بنت سيدي علال جيتي بالجبال مريض وعافوني وتزانا بولادي ولاو جيراني وتسلم ليك وتسلم ليك وتسلم ليك وانا لا عايشه اشد بيا كريمة وجد بيا ياسمينة وجد بيا كوكية ومولات الحفرة عايشة ولاد الكرمة عايشة الأموية والحمد والشيا عايشة يا شريفية وولاد البريد
الحفرة ولاد المرجان والشريفية السروية ناط الحال عليا ورا نخبط في صدري الشوكة بدقوقة والربيع مكسومة والشريفية السروية الحال عليا خبط في صدري هذا بكي على زهري الشوكة بدقوقة والربيع مكتوبة صلاتي على الرسول صلاتي على الرسول De ses visites auprès des devins et des marabouts, ma mère se faisait une obligation de ramener un fétiche pour la baraka. Quelques mots d'arabe, qu'elle s'empressait de recouvrir de soie, de cuir de gazelle, voire d'une feuille de métal, des dattes ou un bout de galette attaché par les mains de son hôte qu'elle partageait entre les enfants comme une hostie, une poignée de terre qu'elle plaçait le soir sous son oreiller pour ne pas avoir de cauchemar. Un jour, elle est revenue avec une pierre grosse comme un poing d'enfant que le marabout, un vieux cinglé, dit le lion, avait jeté sur la tête de mon jeune frère en criant « Le cocu, le cocu, le cocu vivra !» L'enfant faillit être assommé, mais ma mère vit dans le sang qui coula de la blessure le signe indéniable de la baraka qui, avec le projectile, avait fondu sur le dernier né. Elle ramassa la pierre. Prête-moi ta plume. Quand ma mère était dans l'incapacité de parcourir de longues distances pour satisfaire sa curiosité de l'invisible, elle se rabattait sur le menu fretin du village, bon marché, et disposée à donner des consultations à domicile. Aussi ai-je maintes et maintes fois vu opérer dans notre logis des voyantes aux techniques diverses. Il y avait celles qui lisaient dans les tarots, dans les sinuosités de la main, sur un œuf, sur une pièce de monnaie, de préférence la plus grosse, parce qu'au terme de la prédiction, elle allait directement dans leur poche. Et enfin, celles qui fondaient le plomb et celles qui utilisaient le blé. La sympathie maternelle était toute acquise à ces deux dernières, du reste très demandées, et qui ne se déplaçaient que sur rendez-vous, à la manière des médecins.
L'utilisatrice du blé était âgée, sèche et noire comme un sarment, repoussante de saleté par négligence, ou plutôt par calcul, pour que ses consultantes, prises de pitié devant son état visiblement déplorable, renoncent au marchandage et même lui fassent présent de quelques morceaux de savon. Elle répondait au bizarre sobriquet de Kakusha, une trouvaille des fillettes délurées du quartier, onomatopée au sens impénétrable. Kakusha prend une poignée de blé, que ma mère a préalablement fait tourner 7 fois autour de son sein droit, la mêle à des particules de charbon et, avec dextérité, répand le tout sur le dos d'un tamis renversé. S'aidant de la position des particules de charbon, représentant généralement les gens qui nous en veulent, nos ennemis, nos envieux, nos fossoyeurs, elle nous déballe notre avenir avec une aisance déconcertante. « Regarde, ma bonne dame, là où je pointe mon doigt, là. » Elle montre un morceau de charbon isolé. « C'est ton ennemi qui te guette. Il mijote quelque chose de terrible. Allah, ta protection. Vois ma fille comme il est penché de ton côté. Il te regarde, l'impie. » Et ma mère se penche à son tour pour scruter son ennemi qui est là devant elle, sur le grillage du tamis noir comme le diable. Elle l'examine longuement, dans l'espoir de reconnaître l'une ou l'autre de ses voisines, puis s'en remet à Dieu en soupirant d'impuissance. Prête-moi ta plume. La fondeuse de plomb en imposait davantage par sa propreté, sa science et sa finesse. Ma mère l'appelait respectueusement « Tante L'Arm ». Elle ne nous rendait visite que si elle était convaincue de ne pas rencontrer mon père à la maison et de ne pas être surprise dans l'exercice de ses fonctions. Elle n'ignorait pas l'aversion de mon père pour les diseuses de bonne aventure, et de plus, étant un peu sa parente, elle n'aurait pas aimé être déconsidérée à ses yeux. Le morceau de plomb que tante L'Arm est en train de fondre au creux d'une cuillère à la flamme du réchaud a préalablement passé la nuit sous l'oreiller maternel. Elle le regarde se liquéfier tout en murmurant entre ses lèvres des formules imperceptibles. Ma mère prépare le mortier de cuivre qu'elle remplit d'eau aux 3/4. C'est là que, dans un instant, sera versé le métal en fusion. L'opératrice ne se brûle jamais les doigts. Ses gestes sont précis et bien assurés. Les gouttes de plomb tombent dans le mortier avec un chuintement d'effervescence. Elles s'étalent, se ramassent, s'échancrent, se creusent, jettent des tentacules filiformes avant de se figer en une forme chimérique dont l'œil exercé de tante L'Arm dévoilera tous les sens cachés. Le Rorschach, avant la lettre. Ton fils, ma fille, pas de doute, il gagnera son certificat comme je te le dis. Je le vois avec un livre ouvert entre les mains et un crayon derrière l'oreille. Il a de la comprenette, ton fils. C'est inscrit devant mes yeux. Je te dis qu'il aura son examen et qu'il sera un homme de plume. « Et sur ma santé, tante L'Arm ?» demande humblement ma mère, rassurée sur mon avenir. La voyante fixe de nouveau le fond du mortier, l'œil intensément scrutateur. « Oui, » déclare-t-elle après un temps de concentration, « oui. Sur ta santé, ma fille, je vois des choses. C'est visible comme une montagne. Tu as une route à prendre, sans aucun doute. Regarde bien là. » Elle pointe l'index sur un fil de plomb plus brillant et plus long que les autres. « C'est ça la route. Et ton salut se trouve au bout. Ton salut est entre les mains d'un marabout
Ne tourne pas autour des toubibs. Ça ne pourrait que te nuire. Ton remède, je le vois, relève des gens de l'écriture. Je ne sais pas à quel marabout m'adresser. Je les ai tous faits. Ils m'ont tous mouillé du papier et je suis toujours souffrante. Ne désespère pas, ma fille. Les esprits qui t'ont frappé ne sont pas du genre courant. Je le vois dans le mortier. Ils sont tous tenaces, et tu ne feras que les irriter davantage si tu vas voir les toubibs. Fais éclater un œuf, et tu sauras le nom de ton marabout. Prête-moi ta plume. Pour savoir à quel marabout faire appel pour la fabrication de ces talismans, ma mère a toujours recouru au procédé de l'œuf éclaté, une espèce de tirage au sort selon un rituel spécial qui nous amusait beaucoup, mes sœurs et moi. Elle prenait un œuf frais, qu'elle faisait tourner 7 fois autour de son sein gauche, puis avec de la suie, prélevée sur le fond d'un tagine, elle faisait différentes marques sur la surface ovoïde, chacune désignant un marabout donné. Tout en tournant l'œuf dans sa main, elle récapitulait plusieurs fois les noms des marabouts en fixant avec attention les marques l'une après l'autre. Une fois tout enregistré dans son esprit, elle enfouissait l'œuf sous la cendre brûlante du canoun et attendait avec anxiété l'explosion qui provoquait notre jubilation. Ce qui déterminait le choix maternel, c'était la fêlure de la coque. Le marabout, dont la marque distinctive était la plus atteinte par la fêlure, était le bon. Mais seulement, il était rare que la brisure ne se généralisât pas et n'atteignît pas toutes les marques, quand l'œuf n'avait pas littéralement volé en éclats, au grand dommage de ma mère, réduite à consulter tous les marabouts, et au nôtre, car nous nous partagions l'œuf, mes sœurs et moi, quand il n'avait pas trop souffert. Prête-moi ta plume. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Merci de nous avoir accompagnés en nous faisant le plaisir d'écouter Rabah Bellamri évoquer sa maman avec tellement de tendresse, tout en la moquant un petit peu. Merci et à demain. Bonne soirée, bonne nuit. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume.
تمناني شغل اللي قال قلبي ما